Donc, on continue avec les kystes ovariens en parlant ici sur le plan des généralités, du pronostic. On disait en fonction du type de kyste, si on peut avoir des kystes qui sont totalement fonctionnels. Si on commence à vous dire qu'il y a des kystes avec des cloisons à l'intérieur, avec des liquides qui sont, semblent épais et tout le reste, ça veut dire qu'on est dans un kyste organique. À ce moment, ça peut être plus grave. Le pronostic peut être plus compliqué. Le matin, on a parlé d'endométriose. On peut avoir des kystes endométriosiques qui ont des caractéristiques assez précises. Si on veut que c'est un kyste endométriosique, le pronostic peut être plus compliqué parce que ça va faire des grosses douleurs. Ça ne disparaîtra pas tout seul, un kyste endométriosique. Donc, ça fait partie des éléments que vous devez quand même essayer de comprendre et de mettre en commun pour votre diagnostic et même pour la prise en charge. Donc, on a dit, les kystes fonctionnels peuvent disparaître au cours du temps. Généralement, au bout de 3 mois, ça disparaît. Alors que lorsque ces kystes sont fonctionnels, non sont organiques, ça peut persister. Il y a des kystes qui peuvent évoluer vers un cancer également. Ça, faut jamais l'oublier. Donc, certains kystes peuvent persister, peuvent augmenter de taille, peuvent provoquer des symptômes gênants. On a dit, on a vu tout à l'heure, ça peut être des torsions, ça peut être des ruptures de kystes. Et dans des cas rares, on peut avoir des kystes ovariens qui peuvent être cancéreux, ça peut arriver. Dans des kystes ovariens malins, on fait des cancers de l'ovaire ou oui, des cancers de l'ovaire, mais qui sont en réalité dus à des kystes qui sont là. Le pronostic des kystes va donc dépendre surtout de leur type, de leur taille, de leur nature. Donc, si on est dans un kyste bénin, fonctionnel, le pronostic, il est très bon parce qu'on sait qu'il va disparaître tout seul au bout d'un certain temps. Mais si on est dans un kyste organique qui commence à persister, le pronostic, il est réservé dans un kyste endométriosique qui est un kyste organique. Le kyste de l'endométriose, c'est un kyste organique. Dans un kyste organique, comme dans celui de l'endométriose, vous commencez à vous dire que c'est pas très bon parce qu'il y aura des grosses douleurs derrière s'il n'est pas pris en charge. Si on vous dit que le kyste euh, est tumoral et que s'il s'agit vraiment d'un cancer, là c'est mal barré, car nous, le pronostic serait plutôt mauvais. Ok, c'est un peu les trucs à comprendre, les trucs à prendre en commun. Si on vous dit que vous avez un kyste qui fait 10 centimètres, autant on vous dit que vous avez un kyste de 2 centimètres, 3 centimètres, vous dites à la patiente vraiment rentre chez toi, couche-toi dehors, tranquille, oublie que tu as ce kyste, il va partir tout seul. Autant quand on vous dit qu'il y a un kyste de 10 centimètres, vous dites, ah tiens, le truc, ça peut se rompre, ça peut même se tordre, ça peut faire que la dame perde son ovaire. Donc, votre vision, le pronostic n'est pas le même. Donc, tout va dépendre vraiment du tableau clinique présenté par votre patiente. On peut avoir toujours sur le point de la physiopathologie, les kystes qui vont varier en fonction du type. La physiopathologie va dépendre du type de kyste. On a dit, on a deux grands types. On a les kystes fonctionnels, on a les kystes pathologiques, qu'on appelle encore les kystes organiques, c'est la même chose. Les kystes pathologiques ou les kystes organiques, c'est la même chose. Les kystes fonctionnels, c'est même parce que ça vient du fonctionnement normal du cycle menstruel de la patiente. Donc, dans les kystes fonctionnels, ce qui explique la physiopathologie, c'est que ce sont des kystes qui vont se former à la suite des altérations du cycle menstruel normal. Donc, la patiente aura plusieurs cycles menstruels normaux. Ils sont généralement de type et de cause, ils sont généralement le type le plus courant des kystes ovariens, les kystes fonctionnels, c'est le plus fréquent. Heureusement, j'ai envie de dire. Donc, tant qu'on dit une dame qui a un kyste, si vous lisez, vous regardez les clichés, vous avez une image pure, liquidienne pure, vous avez une paroi qui est fine et tout. Il n'y a pas de condom, vous dites, bon, tiens, c'est quand même un kyste qui n'est pas mal, c'est un bon kyste, qui peut disparaître tout seul. OK? On vous dit qu'on peut avoir deux grands types de kystes fonctionnels qu'on va voir. Ça peut être les kystes folliculaires. Les kystes folliculaires, comme on a dit, c'est surtout chaque mois, ce qui explique la c'est pendant le cycle menstruel, le follicule ovarien va se préparer pour faire la ponte ovulaire. Et donc, dans certains cas, le follicule ne se rompt pas, il continue à croître. OK? Et à ce moment, il va définir un kyste folliculaire. Donc, le follicule de graphe grossit, il atteint un certain niveau, il doit se rendre pour pondre son œuf, et lui n'ovule pas. La personne n'ovule pas. Et si elle trouve que ça n'ovule pas, le follicule lui continue à grandir. Il grandit, et là, ça fait un kyste folliculaire après. Oh.
Il fait un truc comme ça après. Excusez-moi un petit instant. Je dois mettre la machine en charge aussi. Patientez un peu, pardon. Donc, à côté toujours parlant donc des kystes fonctionnels, on a vu le kyste de type folliculaire. Ça peut être également un kyste du corps jaune qui est fréquent. La plupart du temps, quand on a une dame qui est enceinte, on fait une échographie. Si on cherche, on va facilement trouver le kyste du corps jaune. Il est presque toujours présent. Si jamais on le cherche, on va le trouver. Ah, pardon. Donc, ce qui explique dans la survenue d'un kyste du corps jaune, c'est qu'après après que le follicule ait libéré l'ovule lors de l'ovulation, il va former ce qu'on appelle le corps jaune. Dès que le follicule de Graaff pond son follicule, pond son ovocyte de type 2, il devient le corps jaune. Et le corps jaune peut donc produire de la progestérone pour préparer l'utérus à une éventuelle grossesse. Dans certains cas, le corps jaune ne va pas se résorber correctement après l'ovulation et lui va continuer encore à grandir. Et il va former la plupart du temps ce qu'on appelle un kyste du corps jaune. Et il s'agit d'un kyste qui contient le plus souvent du sang et qui peut être plus grand que le kyste folliculaire. Hier, je faisais l'échographie à une dame qui est enceinte je crois, de 10 ou 12 semaines, non, de 9 ou 10 semaines. Elle avait un kyste de corps jaune qui mesurait 4,5 cm. Mais ça fait pas mal, c'est rien du tout. Et donc, du coup, voilà, on le garde tranquille, on le suit. À côté, on a les kystes pathologiques ou les kystes organiques, c'est la même chose, on a dit. Les kystes organiques sont moins courants que les kystes fonctionnels et peuvent être associés à plusieurs types d'affections ou même de conditions spécifiques. On peut par exemple parler des kystes endométriosiques qu'on a vu ce matin. Il s'agit des kystes qui se forment lorsque le tissu endométrial va se développer à l'extérieur de l'utérus, généralement sur les ovaires. C'est un qui contient un liquide qui est de couleur chocolat. C'est ça sa caractéristique, c'est que c'est un liquide, lorsqu'on va l'exprimer, il est vraiment comme le chocolat, aussi épais que le chocolat, la couleur du chocolat. Il n'y a que le goût qu'on ne sait pas. Bon, moi, je n'ai pas encore goûté. Si quelqu'un parmi vous a eu l'occasion de Si quelqu'un parmi vous a eu l'occasion d'en goûter, il pourra également peut-être nous dire si le goût aussi est comme le chocolat. Ça, on ne sait pas encore. Bon. Donc, ils sont généralement associés à l'endométriose qu'on a déjà eu à développer ce matin. On parle des kystes dermoïdes. Les kystes dermoïdes sont des kystes dans lesquels on va trouver tout. On peut trouver les dents, on peut trouver les cheveux, on peut trouver un morceau d'os, on peut trouver un œil. Généralement, quand c'est au village, quand un sorcier, on opère un truc, un kyste dermoïde, et que le sorcier voit ça, ou les marabouts vont vous dire que vraiment, tu avais attaché au village, voilà ça. Comment on a fait pour attacher les cheveux, les yeux dans ton ventre? OK? Or, sur le plan physiopathologique, nous on explique, j'ai dit tantôt, on sait que dans le corps humain, dans la cavité abdominale, il y a ce qu'on appelle des cellules totipotentes qui ont la capacité de se transformer en tout. Là, dernièrement, ici au bloc, on a une dame au cours de la césarienne qui avait un kyste dermoïde. Je lui faisais une césarienne, elle avait un kyste d'environ 4 cm qui était là, j'ai décidé de l'enlever. Et c'était un kyste dermoïde, il y avait les cheveux à l'intérieur. Chez elle, c'était les cheveux. Pendant la formation habitat gynéco, nous on a vu une dame, il y avait un morceau de dent et un œil à l'intérieur. Voilà, on retire, on jette, bon voilà. On connaît comment ça fait pour arriver là. Donc, c'est pas impressionnant pour nous, quoi. Donc, c'est qu'ils sont généralement formés à partir des cellules embryonnaires totipotentes et peuvent contenir différents types de cellules, comme les cheveux, comme les dents, comme la graisse, comme les morceaux d'os, comme les yeux, tout ce que vous voulez. À côté, on peut avoir d'autres types de kystes organiques. Il existe d'autres types qui sont moins courants. Ça peut être des kystes séreux, ça peut être des kystes mucineux, qui se forment généralement à partir des cellules ovariennes spécifiques. On ne va pas s'étendre là-dessus, c'est pas dans votre programme. Alors, du point de vue de l'étiologie, qu'est-ce qui cause les kystes? Une fois à chaque fois, lorsqu'il y a un pathogène, on va toujours se dire, bon, c'est même quoi la cause? Qu'est-ce qui est responsable de cette maladie? Encore dans les kystes, on dit, peuvent avoir différentes étiologies et elles dépendent du type de kyste. On a dit dans les kystes fonctionnels, la plupart du temps. Si on prend le cas des kystes folliculaires, généralement, c'est une
c'est un problème hormonal, c'est un dysfonctionnement voilà, hormonal qui est responsable de la formation du kyste folliculaire. Pour ce qui est du corps jaune, on sait que c'est parce qu'à la suite d'une ovulation, le corps jaune peut continuer à grossir et ça peut expliquer le pourquoi. Dans les kystes pathologiques, comme les kystes endométriosiques, on sait que généralement la cause, c'est à la base de tissu endométrial qui est fabriqué dans la cavité abdominale, qui va commencer à produire à saigner chaque mois. Et le corps, pour se protéger, va fabriquer un kyste pour emprisonner en réalité toutes ces substances qui seront produites là. Et c'est ça qui va définir le kyste endométriosé. Donc, c'est pareil pour les autres. Alors, les facteurs de risque. On note que pour les kystes fonctionnels, les facteurs de risque sont surtout l'âge de la reproduction. Les kystes seront rencontrés la plupart du temps chez les femmes en âge de procréer. Si une femme ménopausée a un kyste, on dirait que c'est un cancer de l'ovaire jusqu'à preuve du contraire. Si une femme ménopausée a un kyste, on va penser que c'est un cancer de l'ovaire. Parce qu'on s'attend, la plupart du temps, on a dit, il s'agit des kystes qui sont liés au fonctionnement hormonal. Une femme qui est ménopausée n'a plus d'hormones et non, par conséquent, ne pourrait pas se retrouver en train de faire un kyste de l'ovaire. Donc, par contre, une condition tumorale, ouais, ça peut facilement l'expliquer. Donc, on peut avoir l'âge reproductif en disant que les kystes fonctionnels sont plus fréquents chez les femmes en âge de procréer, en particulier chez les femmes de 20-30 ans. C'est fréquent. On peut avoir des troubles hormonaux. On l'a déjà dit, s'il y a des déséquilibres sur le plan hormonal, comme une augmentation de la FSH, de la LH, cela peut entraîner la formation des kystes folliculaires. Lorsqu'on décide de faire un traitement pour l'infertilité, on apporte à la patiente beaucoup d'hormones et ces hormones-là peuvent être responsables également de la formation des kystes parce que lorsque vous utilisez des inducteurs de l'ovulation, par exemple, pour déclencher une ovulation chez une patiente, ça peut créer d'autres problèmes à la suite. Donc, bon, voilà, ce sera pareil pour les kystes de l'endométriose, pareil on peut avoir les antécédents familiaux, comme on l'a dit déjà. D'autres facteurs de risque, c'est le syndrome des ovaires micropolykystiques, le SOPK. Vous savez déjà ce que c'est. On a dit que le SOPK est une condition médicale dans laquelle on aura l'association d'au moins deux des trois symptômes suivants. Le premier, ce sont les dysovulations, des troubles de l'ovulation, si vous voulez. Le deuxième, ce sont des signes d'hyperandrogénie. L'hyperandrogénie qui peut être soit clinique ou biologique. Elle est clinique lorsque la patiente présente par exemple de l'ursitisme. L'ursitisme qui est défini comme l'augmentation de la pilosité chez une femme dans les zones normalement dédiées à l'homme. Une femme qui a la barbe, une femme qui a par exemple les moustaches, une femme qui a une forte pilosité au niveau de la poitrine, au niveau des jambes, ça peut faire partie des signes de l'hirsutisme en réalité. Donc, qui font partie de l'hyperandrogénie clinique. Et le troisième élément du SOPK, c'est les éléments caractéristiques d'un ovaire polykystique. C'est un ovaire qui mesure généralement plus de 20 mm de mercure en volume par la taille, en termes de volume, 20 mm de mercure. Et quand on veut parler du volume ovarien, il faut associer trois paramètres, la longueur, la largeur et l'épaisseur de l'ovaire. Il faut prendre les trois paramètres à l'échographie et la machine va calculer le volume à peu près de l'ovaire. Donc, ce sont ces trois paramètres associés que vous devez vérifier. Et le troisième, soit on a des aspects avec l'ovaire qui mesure plus de 20 mm, ou encore un ovaire qui contient plus de 20 follicules, la plupart du temps disposés en couronne autour de, euh, autour de la région corticale de l'ovaire. Donc, ce sont des éléments, n'est-ce pas, à regarder pour arriver au diagnostic après. À l'étude clinique, tout simplement, on parlera de la douleur pelvienne. En disant que les douleurs pelviennes, la douleur pelvienne est l'un des symptômes les plus courants associés au kyste ovarien. On note que la douleur peut être intermittente ou constante. Elle peut être légère à sévère. Et elle peut être également localisée d'un côté de l'abdomen ou même généralisée dans
dans tout le pelvis. Donc, si une personne qui vient généralement vous voir parce qu'elle a mal, vous devez poser des questions sur sa douleur. Madame, vous avez mal où? Ça a commencé quand? Euh, Est-ce que c'est associé à d'autres éléments? Vous cherchez tous ces différents facteurs-là qui peuvent vous aider à mieux comprendre la douleur de la patiente ou mieux vous orienter, n'est-ce pas, vers son diagnostic en réalité. Donc, vous devez vérifier s'il y a une distension abdominale. Ce matin, je vous parlais d'une dame qui est arrivée chez nous hier, qui avait été vue à Gaoubela, euh, chez qui il voulait l'opérer parce qu'on pense qu'elle a une tumeur ovarienne. C'est une patiente qui a une masse ovarienne qui fait environ 32 cm d'auto-utérine. Donc, c'est vraiment volumineux chez elle. Donc, et chez elle, l'abdomen est distendu. Quand vous la voyez, vous pouvez penser qu'elle est effectivement enceinte, cette dame. Donc, les kisses peuvent entraîner cette sensation de plénitude, de distension abdominale, qui peut faire penser à un ballonnement, à une grossesse carrément. Donc, dans l'étude clinique, vous allez vous rendre compte qu'il y aura une modification des cycles ovariens. Chez certains patients, vous aurez des troubles du cycle, les cycles peuvent devenir irréguliers, les cycles peuvent devenir de plus en plus longs. On peut avoir des ménorrhagies, on peut avoir des métrorragies d'ailleurs. On peut avoir l'association des deux, des ménométrorragies. On peut avoir une diminution du volume menstruel. On peut avoir l'allongement du cycle menstruel. On peut avoir d'autres signes et symptômes associés, comme les troubles urinaires et même intestinaux, qui vont peut-être faire penser qu'il y a une torsion d'annexe, qu'il y a une compression sur les organes de voisinage. On peut avoir les symptômes liés à la torsion ou à la rupture. Et généralement, quand on a un patient, la torsion du kyste est tellement grave parce que le kyste, il ne va pas se tordre au sol, il va se tordre avec l'ovaire sur lequel il est fixé. Et si on a une torsion d'ovaire vrai dans les 6 heures qui suivent, vous n'avez pas lancé la prise en charge, l'ovaire, il va nécroser, il va disparaître, il va mourir. Donc, c'est tellement grave que lorsqu'on a une patiente et qu'on pense, une patiente qui a fait une échographie, on dit qu'elle a un kyste de l'ovaire. Parce que malheureusement, le diagnostic de la torsion d'annexe est clinique. Il n'y a pas un examen qui va venir vous dire que oui, c'est effectivement une torsion. Il n'y en a pas. Vous avez une patiente quand vous avez, elle a un kyste qui fait environ 6 cm. Elle vient vous voir avec des douleurs atroces. Nous, on va souvent combiner l'utilisation de trois antalgiques. En fait, ça s'appelle un traitement d'épreuve. Moi, je mets du Trabar, je mets donc je mets du Tramadol, si vous voulez, je mets du fluoglucinol, je mets du paracétamol. Je mets les trois en même temps. Si vous mettez les trois, la douleur continue, c'est que c'est une torsion. Vous ne réfléchissez pas, vous opérez là-dedans. Mais si vous mettez les trois, la douleur disparaît. Bon, ça veut dire peut-être que c'était une subtension ou juste autre chose. Vous explorez, vous continuez à explorer. Et déjà, j'ai eu deux dames ici qui ont été opérées comme ça pour des torsions. Et c'était des torsions vraies. Elles sont arrivées dans le tableau. Comme j'ai dit, on a associé les trois, tramadol, diclofenac et fluoroglucinol ou paracétamol, si vous voulez. On a associé et 15 minutes après, les douleurs étaient toujours autant intenses. On a dit, bon, voilà, on fonce, on entre. Et à chaque fois qu'on est entré, c'était des torsions. Et voilà, on a eu la chance de sauver. Il y a une, malheureusement, c'est qu'elle était entrée un peu trop tard. On est entré, voilà, l'OV il était complètement nécrosé. On n'a pas pu le sauver. Donc, il faut penser à faire le diagnostic assez tôt. À l'examen physique, vous chercherez la palpation abdominale lors de l'examen physique. Vous allez rechercher la présence d'une masse abdominale ou même d'une distension associée à un kyste ovarien. À l'examen pelvien, chercher, euh, vous pouvez essayer de réaliser un examen bimanuel pour voir, vous voyez la taille de la masse. Il faut souvent se servir du mètre-ruban. Vous mesurez à partir, comme on fait avec la grossesse, vous mesurez cette fois, ce sera pas la hauteur utérine, vous allez mesurer la distension abdominale. Vous dites, voilà, on a un abdomen qui fait environ tel diamètre, voilà, ou telle mesure. Vous le mesurez. On va souvent mesurer la circonférence abdominale. Ça vous donne une idée du degré de distension abdominale. Et on peut faire également une échographie qui va permettre, n'est-ce pas, d'orienter, de vous dire quel est le kyste, comment il est, quel est son contenu, comment sont les parois, quelle est la taille, il y aura beaucoup de paramètres, n'est-ce pas, que l'échographie pourrait vous aider. Au revoir. On peut quand même être appelé à faire un scanner pour avoir plus de détails. L'avantage quand vous faites un scanner, c'est qu'il va aller analyser
toutes les autres structures de voisinage et vous aurez une idée assez claire de ce que la patiente peut présenter. L'IRM, qui est l'imagerie par résonance magnétique, peut également être utilisé lorsqu'on pense qu'on a fait un kyste complexe. À ce moment, on peut quand même faire une IRM pour essayer d'avoir des informations complémentaires concernant le patient. On peut faire des dosages hormonaux. Là, c'est parce que si on commence à penser qu'il y a peut-être un cancer de l'ovaire, vous pouvez faire un dosage de certaines hormones comme le CA125 qui peut vous faire suspecter un cancer de l'ovaire. Vous pouvez faire le dosage de l'inhibine B. Euh, En réalité, quand vous pensez que c'est un cancer, vous dosez des marqueurs tumoraux. Il y en a beaucoup de marqueurs tumoraux. Ça peut être de l'alpha-photoprotéine, ça peut être de l'ACE, mais les plus utilisés, c'est le CA125, généralement. Comment on fait de CA125? On peut faire les bêta-ACG. Je vous ai dit une fois, en première année, quand on faisait le cours sur la grossesse, quand on parlait des bêta-ACG, on disait, il n'y a pas que la grossesse qui fait augmenter les bêta-ACG. Il y a certains cancers, certaines tumeurs ovariennes qui vont faire augmenter les bêta-ACG. Sauf que ça ne va pas doubler, comme dans le cas de la grossesse, naturellement. On parvient ainsi à faire des biopsies dans certains cas si le kyste présente des caractéristiques suspectes ou si d'autres tests ne permettent pas de confirmer le diagnostic. On peut faire une biopsie, généralement, pour essayer d'avoir un morceau on enverra en anatomopathologie pour essayer de faire un diagnostic définitif, quoi, et aider à procurer à la patiente une prise en charge adaptée. Donc, les kystes ovariens également peuvent entraîner diverses complications, notamment les torsions ovariennes, euh, les ruptures de kystes, ça on l'a déjà vu. Ça peut être également des hémorragies intrakystiques, c'est un kyste qui va saigner de l'intérieur, ça peut arriver. Ça peut également être des infections. Bien qu'elles soient moins fréquentes, une complication possible des kystes ovariens, c'est l'infection, qui est encore appelée, ça peut faire l'abcès ovarien et cela peut se produire si le kyste devient infecté, généralement du fait peut-être d'une propagation des bactéries qui peuvent provenir d'autres structures. Donc, le kyste en lui-même peut s'infecter. Il peut être infecté par des bactéries provenant d'autres systèmes. Alors, qu'en est-il de la prise en charge lorsqu'on parle des kystes ovariens? Comment est-ce que cela se prend en charge? On a plusieurs approches. D'abord, dans l'approche curative. D'abord, dans l'approche curative, on commencera par une observation, en notant que les kystes ovariens simples et même asymptomatiques de petite taille peuvent être simplement surveillés. Ça, on l'a déjà dit. Si on est dans les kystes fonctionnels, on ne fait rien, on surveille. Dans de nombreux cas, les kystes peuvent se résoudre spontanément au fil du temps, en particulier s'ils sont généralement fonctionnels. C'est le cas avec les kystes folliculaires ou même les kystes du corps jaune. Euh, on peut également utiliser un traitement médical si le kyste ovarien est responsable des symptômes comme les douleurs pelviennes, comme une distension abdominale ou même en cas de perturbation du cycle menstruel. À ce moment, on peut avoir recours à un traitement médical. Ok, donc, le but ici étant de soulager la symptomatologie de la patiente. On peut également faire un traitement hormonal en fonction. Je l'ai dit, si on se rend compte que c'est un trouble du cycle, on peut mettre en place des hormones pour essayer de réguler le cycle de la patiente. On peut proposer également à la patiente des interventions chirurgicales en fonction du tableau présenté. On peut proposer à la patiente de faire une chirurgie, une kystectomie généralement. Mais quand vous entrez pour une kystectomie, il faut toujours faire un conseil à la patiente que il peut arriver qu'on ne réussisse pas à extraire uniquement le kyste et qu'on retire avec l'ovaire. Ça, il faut toujours le préciser à la patiente. Donc, la chirurgie peut être soit faite par laparoscopie ou même par laparotomie. Ça peut dépendre en fonction de ce qui est fait. Il faut penser à gérer d'autres pathologies à côté. Si vous pensez que c'est un kyste endométriosique, vous accompagnez la patiente dans le processus. Vous pouvez penser à un traitement de l'infertilité. S'il y avait autre cause à côté, vous pouvez proposer. Quand on a un patient qui a un SOPK, je prends le cas pour que vous compreniez l'intérêt de peut-être du traitement d'infertilité ici. J'ai un patient qui souffre d'un SOPK, c'est le syndrome de l'ovaire micropolykystique. Elle a du mal à concevoir. Je vais traiter ces kystes ovariens en donnant une chance de concevoir en même temps. Donc, son kyste ne sera plus une priorité pour moi. Je vais m'assurer que ses trompes passent bien, que le spermogramme de son mari, il est normal.
Si toutes les conditions sont réunies, chez elle, pour son traitement, je vais peut-être mettre plutôt, au lieu de mettre les pilules, je vais mettre du citrate de clomifène, par exemple. C'est le chlomide, c'est le chlomylène, c'est le féatab, tout ce que vous voulez, du citrate de clomifène pour pousser ces follicules à grandir, pour pousser ces petits kystes à grandir. Et une fois qu'ils vont grandir, on va faire d'une pierre deux coups parce que elle sera guérie de ces kystes et elle pourra concevoir en même temps. Donc c'est un peu ça, profiter, n'est-ce pas, de faire les deux en même temps. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les kystes ovariens. Je pense qu'on arrêtera comme ça pour aujourd'hui. Je crois, ouais, on va arrêter pour aujourd'hui. On va continuer la prochaine fois. On va prendre des questions s'il y en a. Il y a des questions. Bon, les gens sont allés dormir ou quoi? Non, monsieur, nous sommes là. Ah, d'accord. Ça va, vous avez suivi le cours? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Vous n'avez pas de questions? Vous avez tout compris? Vous n'avez rien compris? On a compris, monsieur. Ah, vous avez tout compris. On a compris. Non, pas tout quand même, monsieur. Vous n'avez pas compris quoi? Vous n'avez pas compris quoi? Et c'est surtout la partie des kystes ovariens là. Oui. Ça peut, bon, ces complications-là, monsieur, on a pas, moi, je n'ai pas bien compris. Non, là, dans les complications des kystes ovariens, on peut avoir les torsions. Si le kyste ovarien il est gros, il peut se tordre. Ça peut faire une torsion d'annexe, une torsion de kyste. OK? Et la torsion, c'est la douleur. Si vous ne faites rien, c'est l'annexe en lui-même qui peut mourir. C'est ça la torsion. L'autre complication qu'on peut avoir, c'est la rupture du kyste. Parce que le kyste peut se rompre. Et s'il se rompt, son contenu va s'écouler dans la cavité. Si c'est du sang, par exemple, ça va créer des grosses douleurs dans le ventre. Voilà quelques complications qu'on peut avoir. Ça peut être une infection. Le kyste en lui-même peut s'infecter encore. Donc, vous pouvez avoir une infection génitale qui finit par venir trouver le kyste qui est fragile et qui infecte le kyste. Voilà un peu quand on parle de complications. Ah, d'accord, monsieur, merci. D'accord. D'autres questions? Bon, si les gens n'ont plus de questions, on va interrompre le cours pour aujourd'hui. Ce sera fini. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, l'été est là, jusqu'à présent, on attend. Ah non, moi, je n'ai pas le temps de faire des télé. Vous avez composé la semaine prochaine. J'ai pas le temps. Monsieur, vous avez Ah, promis mais l'autre fois. je n'ai pas le temps. Mais bon, faites un télé, vous Monsieur, m'envoyez. Faites un télé, vous m'envoyez. Monsieur, non, monsieur, le reste monsieur, du cours. Je vous envoie le cours tout de suite. Donc, là, oui, dans un instant, je vous envoie le cours. D'accord, monsieur, monsieur. Seulement revoyez bien, ouais, l'été est là, revoyez, monsieur, s'il vous plaît. Il n'y a pas le temps pour faire le télé. départ. Ah, Mhm. mhm. D'accord, monsieur, on prend le cours. Et moi, je vous envoie je vous envoie le reste du cours. J'essaie de le convertir là maintenant. Je vous envoie ça. D'accord, monsieur, d'accord. Merci. Passez une bonne soirée. Merci à vous aussi. Bonne soirée à tout le monde. Merci. D'accord, monsieur. Mais, Merci.